clear and loud. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Wombat Café. Je suis Ryan et comme d'habitude je suis accompagné de Sayan. Bonjour Sayan. Salut Ryan, ça va? Je vais très très bien. Aujourd'hui nous avons un micro pour deux, donc vous allez peut-être entendre des petites désynchronisations dans nos voix, des petits moments d'arrêt, mais c'est pas grave. Aujourd'hui nous avons une invitée très spéciale avec nous. On va parler roman graphique, on va parler BD, on va parler féminisme, on va parler dessin. Une grande émission bien chargée comme d'habitude. Bonjour Juliette. Bonjour. Comment vas-tu ? Bien, très très bien. Je suis très contente d'être là. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Ça m'a fait très plaisir. On est dans une bonne ambiance, tranquille. On a pris nos petits cafés, nos petites bières et tout. On est posé. Aujourd'hui, on va parler donc roman graphique et BD. Et c'est pour ça qu'on a invité Juliette, parce que justement, Juliette, tu as donc fait des études de dessin de bande dessinée. Comment est-ce qu'on devrait définir les études que tu es en train de faire ? Ouais, je suis en plein dedans. Okay. Alors le nom précis, c'est bande dessinée édition. Mais oui, moi je dis simplement que je faisais des études de BD, quoi. Et ce, à Saint-Luc. Est-ce que tu pourrais un peu nous parler de ton histoire avec le dessin ? Comment ça a commencé ? Est-ce que c'était en deuxième maternelle, lorsque tu commençais à faire tes premières mains à 6 doigts, et tu te dis, ça commence à aller. Comment est arrivé un peu cet amour pour le dessin ? Alors mes premiers personnages, ils n'avaient pas 6 doigts, je pense qu'ils en avaient une centaine. Ça ressemblait à des petits soleils. Et je crois que j'ai toujours dessiné. Ma mère a dit que j'ai commencé quand j'avais 3 ans. Donc je me suis pas vraiment posé de questions, j'ai continué. Et ça a toujours été un moyen d'expression. En fait, c'est venu assez naturellement, de dessiner. Après la BD, ça s'est ajouté. J'ai un peu réfléchi. J'avais envie de raconter des trucs. J'ai pensé à la dimension narrative, mais c'est vrai que le dessin, c'est depuis quasiment toujours, quoi. Et tu faisais de la BD avant de faire tes études de bande dessinée ? T'avais déjà des petites histoires que tu faisais Absolument. Mon petit frère, il avait 3 ans de moins que moi et je lui faisais des bandes dessinées improvisées. Je scotchais les pages ensemble et je lui faisais des mini BD avec une grande seule case parce que j'avais pas bien compris le concept encore, mais c'était des grandes illus, quoi. La vocation directe. Ouais, c'est parti avec un bon début. Je me rends compte maintenant en le disant, j'avais oublié en plus. Et donc, comment on arrive de « je dessine pour mon frère, je fais des grandes cases » à « j'ai envie de faire des études de dessin ». Comment ça arrive et comment on se dit « tiens, j'ai du talent et je pourrais peut-être me lancer dans la bande dessinée ». Parce qu'à un moment, il faut choisir son orientation. Et quand on est perdu, parce que je pense que tout le monde est perdu à ce moment-là, et qu'on se dit que ce qu'on a comme force, c'est de savoir dessiner, c'est le dessin, que tout le monde un peu nous associe à... Voilà, dans une classe, moi j'étais toujours la personne qui dessinait et à laquelle on demandait si on voulait un dessin, il fallait me demander à moi, quoi. Donc je pense que c'est aussi la manière dont les autres m'ont perçu. Je savais que c'était une force et que c'était reconnu dans mon petit milieu. Et du coup, je me suis dit, vas-y, pourquoi pas, autant aller au bout de l'affaire, quoi. Tu as fait école secondaire spécialité dessin ou c'était très, très général ? Alors, pas du tout. J'ai fait cursus scientifique. Parce que grosse pression parentale, j'ai 2 parents médecins et en gros, c'était pas sûr que je puisse me permettre de faire des études artistiques. Et du coup, en fait... Excuse-moi de te couper, qu'est-ce que tu veux dire par permettre ? C'est plutôt le soutien qui, je pense, est important quand on a 2 parents. Quand on commence des études, quand on commence sa vie active, qu'on ait le soutien de ses parents. En tout cas, pour moi, c'était important. Et je savais qu'il y avait, du côté de mon père, il était pas trop chaud que je me lance dans les études forcément artistiques. Parce qu'il y a un peu ce cliché, mais pas si faux que ça, qu'il y a très peu de débouchés, c'est pas un métier très sûr, t'as pas forcément un taf avec un salaire à la clé. Donc c'est vrai que la condition, c'était que je fasse quand même la section scientifique et que je passe mon baccalauréat avec une mention et ensuite je pourrais décider, quoi. Donc pas du tout spécialisée artistique, bien au contraire. Est-ce que tu es suisse ? Est-ce que je me trompe en disant ça ? Non, je suis franco-suisse. Tu es franco-suisse. Yes. Tu vis ici en Belgique alors depuis toujours ? Non, pas du tout. J'ai vécu... donc, je suis née en Suisse, près de Lausanne. Près de Lausanne, c'est un grand mot. C'était vraiment un bled. Je viens même pas village, d'un hameau qui s'appelle Puydou. Et puis... Puydou représente. Non, je rigole. Non, ensuite, j'y ai vécu jusqu'à mes 14 ans. Et ensuite, j'ai bougé avec la famille. On a été à Berlin.
Et c'est là-bas que j'ai passé mon bac au lycée français de Berlin. Et quand j'ai décidé de faire BD, je me suis dit, il faut que je bouge. Et j'ai été à Bruxelles, quoi. Donc ça fait 3 ans que je suis ici. Bruxelles, c'est la ville de la bande dessinée ? Moi, j'y connaissais pas grand-chose à ce milieu avant de vraiment m'y intéresser un peu pour mon orientation. Oui, j'avais eu des échos, même à Berlin, j'ai eu des échos que c'était en Belgique qu'il fallait que j'aille si je voulais faire de la bande dessinée et que, je savais même pas qu'il y avait des cursus spécialisés en bande dessinée qui existaient, quoi. Donc quand j'ai découvert ça, je suis venue ici en courant, quoi. En gros. Et ça te plaît les études que tu fais là ? T'es en dernière année du coup ? Ouais, là je passe mon bachelor cette année et ouais, ça me plaît beaucoup. J'ai été aussi hyper surprise, je savais pas trop à quoi m'attendre, qu'est-ce qu'ils proposaient comme cours, si c'était varié, si vraiment c'était qualitatif. Et franchement, j'ai été agréablement surpris et après coup, en fait, je me suis rendu compte que l'école dans laquelle je suis, elle a quand même une certaine renommée dans le milieu de la bande dessinée. Il y a quand même des élèves qui en sont sortis, qui ont réussi dans ce milieu-là. Donc ouais, je suis plutôt contente d'y être actuellement, quoi. Et ton style à toi, ton genre de récit narratif, tu le qualifierais dans quoi ? Ou je sais pas, peut-être que tu es super versatile et que tu fais des choses complètement différentes, mais... J'ai du mal à me juger sur ce sujet-là. Je pense que pour l'instant, je suis encore très versatile. J'essaye d'essayer plein de trucs, plein de genres, plein de genres, tout comme plein de styles. Après, j'ai tendance à aller sur des récits... j'ai envie de dire engagés, mais je sais pas si c'est le bon mot. J'aime bien la BD qui se veut politisée, si je peux dire comme ça, guillemets. Je tends plutôt vers ça, je dirais. À quoi, pour revenir un peu sur ce qu'est l'école, à quoi ressemblent des études de bande dessinée édition ? Quand j'entends édition, je me dis que tu apprends aussi tout ce qui est imprimerie, un peu de marketing autour de la publication de BD. Je ne sais pas si je me trompe. Mais à quoi ça ressemble un peu un bachelier là-dedans ? Alors non, c'est vraiment ça. C'est l'édition. Je crois que ça a été ajouté il y a peu, en fait, c'est ce que j'ai cru comprendre, en tout cas dans ma section. C'est vraiment, on nous apprend à imprimer nos propres BD, on nous propose des cours, par exemple, de sérigraphie, on a un atelier, des locaux avec des machines pour imprimer nos BD, donc on peut venir, on a de l'aide, des gens qui sont là pour superviser notre travail, donc on nous donne la possibilité de concrétiser nos projets, de faire de la micro-édition et d'imprimer ce qu'on fait, en fait. Et je sais qu'il y a d'anciens élèves qui ont ouvert à Bruxelles un atelier, l'atelier du tonnerre. Et là, ils proposent aussi pour des prix hyper abordables, plein de machines pour l'impression. Et du coup, on n'a qu'à faire une formation, payer une petite somme et puis on peut imprimer nos trucs, quoi. Donc il y a plein de choses mises en place pour que vous puissiez vous épanouir dans cette profession, quoi. En tout cas dans cette passion, quoi. À fond. Et je pense qu'il y a aussi cette idée centrale de la micro-édition où vraiment on est autodidacte, on est auteur, on est scénariste, on est dessinateur et on va jusqu'à parfois être imprimeur aussi. Donc c'est vraiment comme ça que je le perçois et ça, je trouve ça vraiment chouette d'être capable d'imprimer sa BD et pas forcément de dépendre d'une maison ou quoi. Ouais, j'avoue, c'est quand même un art super complexe et complet, quoi. Enfin, je veux dire, tu dessines, t'inventes une histoire, t'imprimes ton truc. Ouais. Je trouve ça quand même carrément dingue, en fait. En parlant maintenant comme ça, je me dis c'est quand même un art vraiment très complet. C'est super impressionnant. Moi, je le considère comme ça, en tout cas. Après, forcément, il y a des dessinateurs qui décident je peux m'allier avec un scénariste pour avoir un scénario différent. Enfin, il y a plein de manières d'être auteur de bande dessinée, je dirais. Mais oui, ce qu'on nous apprend, moi, j'avais un prof de scénario qui nous disait, on étudiait des films et des scénarios de films et il nous disait, vous, en bande dessinée, vous êtes à la fois le styliste, le coiffeur, celui qui fait les castings pour vos persos, vous faites tout, en fait. Mm-hmm. Donc, et il avait pas tort et je trouve ça vraiment drôle de voir ça comme ça, quoi. C'est vrai que dans une BD, il y a une personne qui fait tout. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est quand même vachement stylé. Tu deviens déesse de ton propre univers. C'est un peu l'impression que j'ai. Ouais, tu peux prendre cette liberté, en tout cas, dans mon travail, d'être la justement, grande déesse. Tu te dis que... Enfin non, Sayane disait que c'était un art très complet, très complexe. J'ai l'impression que très vite, on peut tomber dans le faux pas, puisqu'il y a tellement de choses à prendre en compte. Comment on arrive à créer son propre style dans
dans quelque chose de si complet. Par exemple, si je prends le cas d'un réalisateur de film, réalisatrice de film, ce qui va être important, ça va être par exemple le mouvement de caméra. On arrive à comprendre son style avec quelques détails sur un film. Et donc, on a les techniciens qui vont amener la lumière. Et il y a plein de gens autour qui vont pouvoir créer une œuvre finale. La BD, ça reste... il y a très peu, c'est une équipe très petite, très réduite. Donc, le style doit être très vite compris par la personne qui dessine, qui va créer l'histoire. Comment est-ce qu'on arrive à construire son propre style? Comment toi, tu as pu construire ton propre style? Explique-nous un peu ce parcours là-dessus. Ben écoute, sincèrement, je pense pas encore avoir de style défini. Je sens qu'il est encore en pleine évolution. Et c'est pas grave. Et c'est pas grave, non, absolument. C'est vrai que je suis encore en recherche, donc je suis encore en études. Et j'avoue que je me pose plein de questions de ce côté-là aussi, d'avoir une identité vraiment... ce désir d'avoir une identité bien précise dans ce milieu-là, dans ce que je fais. Après, moi, je pense qu'il n'y a pas de secret pour trouver son style. Faut juste de l'entraînement et faut dessiner tout le temps. Et c'est ce qu'on nous encourage à faire. On peut pas. C'est comme l'inspiration. Enfin, faut pas attendre bêtement. Faut faire en fait. Faut passer à l'action et faut dessiner. Faut se rater. Faut recommencer. Et c'est comme ça que tu te rends compte dans le trait qu'il y a des choses que tu préfères, quelque chose. Il y a aussi cette idée des fois de voilà, le temps que tu as envie d'y mettre, si tu as envie de t'attarder sur le style, si tu as plus envie de t'attarder sur le scénario, l'histoire. Enfin, c'est tellement propre à chacun. Il n'y a vraiment pas de recette, il n'y a pas de règles. C'est vraiment le faire et voir ce qui convient le mieux et ce qui marche, quoi. Est-ce que tu es familier avec le terme écriture automatique? Alors là, non, dans l'absolu, je ne vois pas. L'écriture automatique, c'est un style assez récent où en fait l'écrivain, l'écrivaine va écrire sans vraiment réfléchir. Les mots vont se suivre, et il y a quelque chose qui va s'en dégager à la fin. Tu finis un peu cette sorte de voyage, un peu, je sais pas comment on pourrait dire ça. Une sorte de voyage réflexif, je sais pas très bien, mais un voyage un peu dans les mots. Tu écris, tu regardes ta feuille et tu arrives à voir des sortes de groupes nominaux qui arrivent à sortir un peu tout ça. Est-ce que ça existe en BD? Mais je pense que ça doit être une technique qui s'applique à plusieurs domaines. Après, j'avoue que j'ai jamais même pensé à faire ça, quoi. Mais non, oui, c'est vrai qu'il doit y avoir quand même des techniques qui favorisent, qui stimulent l'inspiration, ce genre de trucs. Mais alors, sûrement, ça faudrait que je demande à mes camarades s'il y en a qui font ça. Mais moi, je fais pas du tout ça, par contre. Je suis ouverte, mais du coup, c'est vraiment écrire sans réfléchir ce qui te passe par la tête et après voir où ça te mène. Dessiner, du coup, pour le coup, là. Donc ça peut être aussi dans la... Ok. Ben si, mais je pense que je dois déjà l'avoir fait d'une certaine manière. Peut-être... Non, mais maintenant que tu le dis, je me dis le nombre de fois où je me retrouve où t'es au téléphone et tu gribouilles des trucs et tu laisses ça une filer. On te met au défi de te mettre à l'exercice. Enfin, vraiment de te mettre... Ouais. Non, mais c'est un devoir ouais. Maintenant, tu vas devoir le faire. Ça m'a... Vas-y. Non, je suis chaud. Ben, en tout cas, moi, j'ai juste une petite question parce que du coup, la bande dessinée en tant que telle, en général, c'est un truc qu'on va souvent affilier à quelque chose d'infantile, que c'est la bande dessinée pour les enfants, c'est Tintin, c'est Lucky Luke, c'est Bob et Bobette, je sais pas, ou Titeuf, quoi. Mais il y a quand même un type de bande dessinée qui est quand même vachement plus complexe, qui est plus intellectuel ou intellectualisé en tout cas, qu'on va nommer le roman graphique. Oui. Est-ce que pour toi, c'est la même chose, le roman graphique et la bande dessinée? Alors, je pense pas tout à fait. Je pense que la frontière, elle est en train de s'estomper. Je dirais que le roman graphique, alors effectivement, il y a une volonté d'être plus sérieux, de s'adresser à un public plus âgé, plus expérimenté. Après, je trouve aussi dans le format, le roman graphique, souvent on a des ouvrages plus conséquents et graphiquement, je dirais, alors ça je suis pas sûre, mais graphiquement, j'ai l'impression on peut prendre plus de liberté dans le roman graphique qu'en bande dessinée avec cette idée de la bande dessinée avec des cases toutes délimitées, voilà, ouais. La ligne claire d'Hergé, enfin. Mm-hmm. Après, je prendrais quand même ce terme avec des pincettes parce que je connais beaucoup de bandes dessinées qui sont quand même destinées à un public adulte, qui ont un contenu tout à fait réfléchi également. Donc, j'irais pas faire cette différenciation-là directe et je trouve qu'on prend... Les auteurs et autrices prennent de plus en plus de liberté au niveau de manière graphique par rapport à la BD. Et ils se permettent de faire exploser les cases, de faire des illus sur une page complète. Ouais, même au niveau du contenu, les récits sont plus...
engagés, sont plus, résonnent en tout cas sur des discours sociétaux plus actuels. Et donc, effectivement, je trouve qu'on est une génération assez engagée et même en bande dessinée, j'ai l'impression que ça se traduit beaucoup actuellement. Donc voilà, moi je dirais pas que le roman graphique est un genre supérieur, quoi. Enfin, un ouvrage supérieur. Tu disais il y a quelques secondes que le roman graphique est devenu un peu plus épais. Ouais. Est-ce qu'il y a une raison particulière ? Est-ce que c'est juste l'envie de créer des histoires plus longues ? Est-ce que c'est juste l'imprimerie qui a évolué et qui donc permet ce genre de choses-là ? Ou qu'est-ce qui serait pour toi, selon toi, la cause de cette épaisseur ? Alors, je veux pas dire de bêtises, mais moi, l'image que j'en ai, c'est en tout cas des romans graphiques que j'ai pu lire, c'était des récits plus contemplatifs. Et ça demande, si on veut être dans la contemplation et vraiment prendre son temps pour narrer son histoire, je dirais qu'il faut tout simplement plus de pages. C'est plus de pages, plus de matière, du coup. Après, je me demande, moi, je réponds très spontanément avec l'idée que moi j'en ai, je sais pas si vraiment ça correspond à la réalité, mais moi j'ai vraiment cette idée que le roman graphique, c'est un ouvrage plus épais, avec une ambition, une grande ambition artistique. Enfin, c'est vraiment l'idée que j'en ai, mais je suis pas sûre que ce soit vraiment le cas, forcément. On parle maintenant de roman graphique, on sent que la BD est en train d'évoluer vers des choses moins classiques, avec des sujets parfois plus politisés. Comment est-ce que tu vois la BD évoluer dans les prochaines années ? Et comment toi, tu te vois en tant qu'actrice dans cette évolution de la BD ? J'ai l'impression qu'en bande dessinée, il y a plein de milieux, j'ai envie de dire. Donc là, je disais tout à l'heure qu'on nous parle beaucoup de micro-édition dans l'école dans laquelle où je suis. Et en fait, on voit que c'est des milieux avec des artistes qui sont spécialisés dans la micro-édition. Je ne sais pas ce que c'est la micro-édition. Donc simplement l'édition à petite échelle. Donc voilà, c'est les gens qui vont mener un projet de A à Z, l'imprimer. Et des fois, il y a des collectifs. Enfin, vraiment, j'ai l'impression que c'est, pas dire de bêtises, mais pour moi, c'est vraiment des petites sociétés alternatives. Et là aussi, il y a des recherches stylistiques, il y a cette envie de faire péter un peu les traditions de la bande dessinée. Après, comment la bande dessinée va évoluer, je pense qu'il y a toujours des gens qui ont envie de rester sur le côté classique. Donc, évoluer dans le sens, je pense que peut-être qu'on va... Mais j'ai l'impression qu'on le fait déjà, en fait. Donc, prendre plus de liberté, que ce soit graphiquement, que ce soit dans le contenu. Aussi, ça fait pas tellement d'années, ça fait pas beaucoup d'années que la bande dessinée est vraiment reconnue comme un art à part entière. Donc ça, je pense que ça a aussi beaucoup aidé dans sa diffusion. Et j'ai l'impression, voilà, moi l'envie que j'ai, parce que je viens d'un milieu où la bande dessinée, c'était vraiment quelque chose pour les enfants. Il y avait cette idée-là que ça devait être soit des grosses blagues, soit vraiment pour un public hyper jeune. Moi, j'ai envie de faire de la BD pour des adultes et de faire passer les messages, aborder des sujets difficiles. Et je trouve que la bande dessinée, c'est hyper chouette parce que justement, je trouve que c'est hyper accessible, en fait, qu'il y a ce côté visuel hyper attrayant. Alors, pour répondre à ta question, moi, je me vois vraiment dans cette optique de proposer de la BD pour un public plus adulte, avec des sujets plus sérieux. Comme j'ai dit un peu auparavant, j'aime bien les sujets plus politisés. Après, je saurais pas vraiment dire où est-ce que ça va mener, en fait. Je sais pas si la bande dessinée, on a envie de faire péter les codes. Chaque génération a envie de faire péter ses codes, donc je pense que c'est ce qu'on va faire, quoi. Des sujets plus sérieux comme par exemple ? Alors, plus sérieux, il n'y a pas... Là, je disais plus sérieux en relation aux BD jeunesse que j'ai pu connaître étant petite. Je dirais qu'ils s'inscrivent dans ce même élan... politisé qu'il y a actuellement avec la BD féministe, la BD qui traite d'écologie, de sujets en fait plus sérieux, je disais plus sérieux, mais en fait plus actuel en fait, que ce soit vraiment un médium pour parler de sujets contemporains, simplement. Je voulais revenir sur un article qui a été écrit sur ta personne et une amie, l'article de 24 heures. Dedans, tu... Super fière de cet article. Non, je rigole. Ouf, yes, vas-y, balance. Donc, tu as dessiné dans un acte bienveillant et dans une envie de donner de l'espoir pour les personnes qui étaient dans des maisons de retraite. Ouais. Je voulais savoir un peu comment tu t'es rendu compte que le dessin avait un impact. Alors, déjà, il faut mettre un contexte. C'était pendant le premier confinement. C'était vers la fin du premier confinement.
Et en fait, c'est une amie qui est venue me solliciter, qui s'appelle Shana, qui fait des études, enfin qui a fini actuellement des études d'anthropologie à l'ULB. Et en fait, elle m'a dit, voilà, moi c'est un sujet qui me touche, je voulais en parler avec toi et voir ce que t'en pensais, et éventuellement faire une collaboration ensemble et qu'on puisse un peu soutenir des gens à notre échelle et voilà, agir à notre échelle. Je pense aussi c'était cette volonté d'action dans un contexte où on avait été hyper statique avec le premier confinement, on savait pas ce qui nous arrivait, on était impuissants face à la situation, et en fait elle est venue vers moi, elle m'a demandé si ça m'intéressait de participer à cette collaboration avec elle, et en l'occurrence ça m'intéressait, et du coup j'ai fait une ILU et elle a fait un texte, et en fait on a fait des flyers qu'on a distribués dans les maisons de retraite à Bruxelles, et après coup il y a une amie en Suisse que ça a intéressé et qui m'a interviewée et qui a fait un article dans un journal suisse à ce sujet-là. Mais parce que je suis aussi d'origine suisse, et je pense que c'était aussi ça qui les intéressait, c'était de dire que il y avait une Suisse à l'étranger qui était active dans il y avait tout ce truc de Covid. Patriotisme. C'était un tout petit peu patriotique, mais après ça a été, moi j'ai trouvé ça hyper chouette comme opportunité pour moi, ne serait-ce qu'artistique, qu'on puisse, c'est quand même déjà quelque chose, surtout que moi je suis encore en études, d'avoir un article avec mon illustration. C'était une super chouette opportunité qu'on m'a permise d'avoir. Comment tu t'es rendu compte qu'un dessin pouvait faire émouvoir, pouvait faire ressentir des émotions à un public ? Ça c'est parce que je crois que j'ai été la première émue par la bande dessinée, et je me rappelle très bien, c'était quand j'étais en train de galérer, j'étais encore à Berlin, je vivais une période difficile et il fallait qu'en plus de ça je choisisse mon orientation. J'avais eu cette idée de poursuivre des études artistiques. Après il y avait ce risque là que ce soit pas hyper certain et que finalement peut-être que je me plante. Donc j'étais très stressée par rapport à mon orientation et à mon choix d'études, et je me rappelle avoir sorti une BD un jour et c'était Black Sad. Super BD, c'est ma BD préférée, je l'adore. C'est vrai. J'adore. Je comprends, en tout cas moi on me l'avait offert des années auparavant et je l'avais jamais je l'avais jamais vraiment lu, je sais pas, elle prenait la poussière en fait dans mon armoire. C'est une BD plutôt d'adulte, hein. Mais c'est une BD adulte qui se veut détective dans l'ambiance des années roman noir, c'est ça. Et qu'en fait moi je me rappelle lire cette BD spontanément et que ça me bouleverse parce que je trouve que le dessin est magnifique, qu'il y a en fait une maîtrise des couleurs, de la lumière, du trait. Je me rappelle que ça m'a vraiment émue, et surtout chaque tome de Black Sad est consacré. Il y a un grand sujet à chaque fois, à chaque tome. Donc, il y avait les affrontements, une guerre raciale, il y avait la bombe atomique. Enfin, je veux dire, il y a plein de grands sujets comme ça. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, ça m'a provoqué tellement d'émotions que je me suis dit, mais en fait, c'est juste génial que ça puisse avoir cet impact sur quelqu'un. Et voilà, c'est ce que j'ai envie de faire. En fait, je veux provoquer ce genre d'émotions. C'est magnifique. Petite larme. C'est touchant, n'est-ce pas? Moi, je connais pas la BD. Donc, mais moi, je les alors, expliquons un peu, c'est quoi la BD, elle est géniale. Ouais, tout à fait, Black Sad, bien sûr. En plus, j'étais persuadée que Ryan rigolait quand il a dit qu'il les connaissait. Ah oui? Non. Non. Je suis un très grand fan de Black Sad. Et en plus, c'est terminé, j'ai plus trouvé de prochain tome, et je suis assez triste de plus en voir. Mais donc, c'est l'histoire d'un chat, un chat noir, qui est anthropomorphe et qui est détective privé. Tu t'es renseigné il y a pas longtemps, toi. Non, je te jure. Non, je suis vraiment fan de Black Sad. Je suis vraiment fan de Black Sad. On a un vrai fan face à nous. Et donc, il se passe, je crois qu'il y a 5 tomes ou 6 tomes. 5 tomes. Et tu as ce chat noir qui va résoudre des affaires, et justement, comme on disait, sur des thèmes très variés. Et je crois que c'est à New York, c'est dans une ville très, très dure, avec la mafia, et tous les personnages sont des animaux anthropomorphes. Voilà, c'est ça que je trouve dingue, c'est que le dessinateur, il s'appelle Juanjo Guarnido, en fait il est espagnol, et en fait c'est un dessinateur qui a aussi bossé pour Disney, qui a fait, je crois qu'il a fait la panthère dans Tarzan, ou peut-être qu'il a fait Bagheera dans le livre de la jungle, enfin quelque chose comme ça. Il a un parcours assez atypique, en fait il a une maîtrise du dessin. Ouais, il dessine des anthropomorphes, des animaux avec des expressions
hyper humaine. Et en fait, t'as une enfin, au niveau skill, c'est dingue. Enfin, vraiment, c'est hyper impressionnant. Ouais, ce sont des visages très calmes, mais quand ils sont énervés, il arrive à faire ressortir dans chaque visage quelque chose de très animal et très agressif. Et ça se voit très fort à mon avis, il a dû étudier les animaux fâchés. Et tu vois alors chaque... par exemple, je me souviens d'un ours blanc qui était fâché et qui balance la table. Et cette image, elle m'a encore choqué, où tu as cet ours blanc énervé et tu l'entends crier à travers cette image. Bref. Ouais, je crois que c'est le tome 2. Ouais. Non, bah, je te le prêterai, ça, Yann. Ouais, à fond, j'ai les 5. J'ai les 5, plus la BD extra avec ses essais à l'aquarelle et tout. Waouh. Grande fan, moi aussi. Ça fait partie de tes inspirations, du coup Disons que je m'en suis détachée graphiquement, parce que je tends moins vers quelque chose de réaliste. Mais effectivement, je crois que c'est le premier qui m'a bouleversée autant en bande dessinée. Moi, je voudrais revenir sur un truc quand on parlait du fait que tu parlais de sujets plus politisés, dont la bande dessinée féministe. Ouais. Je me demandais, est-ce que selon toi, ou selon, je sais pas moi, la grande société de la BD, est-ce que la femme est assez représentée dans le monde professionnel de la bande dessinée ? Est-ce que c'est un sujet aussi de prédilection que de parler de la représentation de la femme ou de la façon dont la femme est représentée, même juste dans le métier ? Alors j'avoue, je me rappelle avoir eu cette discussion il y a, je pense, 2 semaines en classe. On avait tous des avis différents là-dessus. Donc je peux juste simplement donner mon avis, mais effectivement, je pense que longtemps la femme a été sous-représentée dans tellement de domaines, et je pense que la BD ne fait pas exception à la règle, et qu'en fait on voit effectivement qu'actuellement il y a de plus en plus de dessinatrices, d'autrices de bande dessinée qui se font connaître aussi avec, je pense notamment à Pénélope Bagieux, Digli, Léonie Bischoff, là il y a pas longtemps avec Anaïs Nin, sa BD. Donc oui, qui vont aborder des sujets féministes et qui revendiquent la place de la femme dans la bande dessinée et partout ailleurs en fait. Donc, et toi, dans ton travail, tu t'attaches un peu à faire ça aussi ou... Ouais, moi je pense que c'est important d'avoir conscience de tout ça pour proposer un contenu pertinent, j'ai envie de dire, en fait. J'avais des discussions aussi avec d'autres camarades, pas forcément des filles, des mecs aussi, qui réfléchissaient vraiment à leur place en tant qu'hommes dans la société, le fait qu'ils aient eu plus de place depuis toujours, ils sont plus représentés, et même j'avais quand même cette discussion avec d'autres dessinateurs qui disaient que eux ils avaient vraiment envie de faire qu'il y avait un réel travail de réflexion sur les personnages, est-ce qu'ils étaient masculins ou féminins, les personnages féminins, qu'est-ce qu'ils disaient, est-ce qu'ils ils avaient du caractère, enfin il y a vraiment cette idée de représentation de la diversité en fait, que ce soit des femmes, que ce soit des personnes racisées, enfin vraiment je pense que c'est important d'avoir ces réflexions là quand on propose la nouvelle génération de BDistes sont plus impliqués dans ce genre de j'ai envie d'y croire, et en tout cas j'ai beaucoup ces discussions avec d'autres étudiants, donc je pense qu'il y a un réel effort qui est fait actuellement pour casser un peu les vieux stéréotypes, et même en bande dessinée. Vous êtes combien de filles et de garçons, et combien de diplômés en fait dans cette classe ? Alors je crois qu'au début, première année, on devait être 24. Alors, je me suis pas amusée à compter. Je pense qu'il y en a quand même quelques-uns qui sont partis entre-temps. Là, je suis en 3e année. On doit être une vingtaine. On doit être une petite vingtaine. Et on est plus de filles, il me semble. On est plus de filles. Et ça, je me rappelle avoir eu cette discussion avec un professeur qui disait que lui, il trouvait ça sidérant. Non, dans le bon sens du terme, il était... non. Il était outré. Il voulait plus donner cours. Choqué. Que des gonzesses ici. Non, il était vraiment impressionné qu'il y ait de plus en plus de filles dans ce milieu-là qui s'intéressent, et ça fait pencher la balance, quoi. Avant, il me disait, moi à mon époque, on n'était que des mecs à faire de la BD en classe, quoi. Et maintenant, il y a beaucoup de filles. C'est une belle évolution, ça c'est pas mal. Moi, je suis bien contente. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a quand même une corrélation entre le fait qu'il y ait de plus en plus de femmes qui veulent faire ce métier, et donc des sujets féministes qui viennent aussi se mettre dans ce nouveau médium. Ouais. Moi, les BD que j'ai pu lire, donc Black Sad, c'est aussi un bon exemple. Niveau femmes, il y a des prostituées, je crois, et je crois que c'est tout. Ouais. Non, ou des victimes. Ouais, des victimes, des prostituées et l'amante. Black Sad, il a une amante à un moment qui... que des femmes hypersexualisées, ouais. Et c'est le sexe, quoi, qui est... Un peu pin-up avec ce côté américain...
Et ouais, c'est ce côté très américanisé, pin-up, taille hyper fine, énorme sein, exactement. Ouais. Et moi, par exemple, j'ai en tête Falbala. Ce sont des personnages très sexualisés qu'on a mis en avant. Et donc, maintenant, on commence de plus en plus à arriver à quelque chose d'un peu plus complexe Oui. que quelque chose de très, très, très simpliste et très, très, très sexualisé. J'ai vu plusieurs autres dessins où tes personnages sont féminins Ouais. et sont aussi représentés d'une autre manière que Falbala que j'ai pu voir Ouais. dans Astérix. Comment est-ce que tu vois, toi, tes personnages féminins évoluer, ou masculins, comme tu veux, et comment tu vas tu vas défier les stéréotypes masculins, les stéréotypes féminins? Est-ce que ça se fait de manière réfléchie, ou ça se fait plutôt de manière naturelle? D'abord de manière naturelle. Alors moi personnellement, j'ai pas les formes d'une pin-up. Du coup, je pense que quand j'ai commencé à représenter des femmes, des personnages féminins, c'était des personnages qui me ressemblaient, donc très fines, très peu de forme en fait, qu'on attend peut-être d'une femme avec une poitrine généreuse, des hanches de ouf. Donc moi, je suis simplement, je pense de manière inconsciente, je me suis dirigée vers des personnages qui me ressemblaient. Et du coup, j'ai plus tendance à faire des personnages filiformes. Après, de plus en plus, parce que j'ai été aussi plus sollicitée dans mes études. Je pense que j'ai eu cette chance-là avec, on a des cours de modèles vivants, donc on voit plusieurs types de corps de personnes. C'est le mannequin nu qui est devant et vous devez dessiner sur un tableau, ou c'est un truc un peu Ouais, un cliché, modèle. ça? Non, 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 non. Non, alors il n'y a pas de tableau. Tu viens avec une feuille, tu prends ce que tu veux et t'as un modèle qui pose nu. Et pour toi, pendant 2 à 4 heures, quoi, en gros. 2 à 4 heures, la personne doit rester dans une position pendant 2 à 4 heures? Non, on change les positions. Il y a des positions plus ou moins courtes. On fait des positions d'1 minute, 2 minutes. On va jusqu'à 15-20 minutes, 25 des fois. Et du coup, pendant 2 heures, la personne, elle fait plusieurs positions. Et du coup, effectivement, ce qui me permet d'être confrontée à plusieurs types de corps et aussi de maîtriser, d'avoir cette maîtrise de dessiner plusieurs types de corps et du coup de prendre la liberté aussi d'enrichir mon dessin à travers ça, on va dire. Du coup, oui, maintenant, il y a ce truc où j'ai envie d'être plus réfléchie par rapport aux personnages que je propose, dans les formes, dans les couleurs, voilà, tout ça, quoi. Démystifier cette idée de la pin-up parfaite et montrer plutôt la réalité, donc la diversité, quoi. Pour tout vous dire, chères auditrices et chers auditeurs, on est ici sur 2 fauteuils et à côté de nous, nous avons une BD qui est écrite et dessinée par Pénélope Bagieux. Pénélope Bagieux, j'ai l'impression que c'est vraiment la figure de proue d'un nouveau mouvement. Ouais. Et donc, je voulais savoir aussi, toi, comment tu vois tes pairs dans ce nouveau mouvement. Est-ce qu'on pourrait même parler de BD féministe? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait avoir sa place ou pas du tout? Comment est-ce que tu vois ce nouveau mouvement qui est mis en place? Alors, figure de proue, ça, je pense, de toute façon, mais parce que pourquoi elle, pourquoi maintenant? Je pense qu'il y a tellement de facteurs. Moi, j'adore ce qu'elle fait. Et effectivement, c'est une des BDistes actuellement les plus populaires et surtout qui représente le mouvement féministe. Je trouve pas ridicule de mettre en avant qu'une BD peut être féministe. Comme quand j'utilise le terme de politiser, moi, c'est comme ça que je l'entends aussi. On avait eu une fois une discussion, voilà, c'était plutôt la BD féminine. En fait, c'était plutôt ça qui est péjoratif, d'avoir cette sous-catégorie où, voilà, ça c'est attention, ceci est une BD faite par une femme. Mais après, féministe, ça peut être fait par un homme ou une femme, en fait, tant qu'il y a cette volonté de participer au combat pour l'égalité des sexes. Et voilà. Donc pour moi, il n'y a rien de réducteur à dire qu'une BD est féministe. Bien au contraire, je trouve hyper chouette. Moi, des fois, je me dirige effectivement vers des autrices ou des auteurs que je sais féministes et engagés, quoi. Et tu avais déjà entendu parler du collectif des créatrices de bandes dessinées contre le sexisme? Non, j'avais pas... non, je crois pas, en tout cas. Un collectif qui a créé une charte justement pour essayer de se distancer de ces amalgames qui peuvent être faits, de ce côté hyper stéréotypé justement de la femme créatrice de bande dessinée qui ferait un genre de bande dessinée, un genre
de récits qui serait la bande dessinée féminine. Et justement, c'est tout un collectif qui se bat et qui se bat contre cette vision un petit peu de la réduction au genre, quoi. Ouais. Et il y a genre plus de 250 autrices, je pense, qui ont rejoint le collectif, Ouais. dont Ok. Pénélope Bagieux, dont Léonie Bischoff, que tu as évoqué tout à l'heure, qui a écrit cette biographie d'Anaïs Nin, qui est elle-même aussi une femme un petit peu engagée, en tout cas à travers son écriture. Ouais, tout à fait. Qui a marqué... Je sais pas si elle a marqué son époque, Anaïs Nin. Plus ou moins connue à son époque, déjà pour son côté très controversé, quoi, qui était très un peu rock'n'roll. C'est une des premières femmes qui a commencé à s'essayer à l'écriture érotique. Donc rien que là-dedans, elle était déjà connue. Et puis effectivement, ce qui l'a fait connaître, c'est mais sur une dizaine d'années, je crois, ou même plus d'une dizaine d'années, la publication de ces journaux intimes scandaleusement explicites Et très poétique aussi, oui. et très poétiques. Ouais. On parlait de la charte, donc oui. Est-ce que toi, tu te sentirais de rejoindre ce collectif, par exemple ? Si on te le demandait, si on t'y invitait. Si on m'invitait, ouais, je dirais presque évidemment en fait. Après, bon, moi je suis encore en études, donc je suis pas encore au stade où je peux prétendre être une artiste accomplie. Tu savais que Léonie Bischoff avait fait exactement le même parcours que toi ? Non, je savais pas. Étant jeune Suisse déménageant à Bruxelles pour faire ses études en bande dessinée, je crois qu'elle a été diplômée il y a un peu moins de 10 ans, je pense. Je savais même pas qu'elle était suisse, hein, pour te dire. Je savais qu'elle était à Bruxelles, mais je savais pas du tout qu'elle était d'origine suisse comme moi. Bon, après, elle est de Genève et moi de Lausanne, donc petite... Ah, c'est comme les Des fois, il y a Wallons et les Flamands. Peut-être pas autant, mais des fois, il y a quelques petites piques d'une part et l'autre. Moi, j'allais te demander si tu la connaissais, carrément, ça aurait pu être quand même rigolo. Non, j'ai quitté la Suisse quand j'avais 14 ans, je sais pas, je pense que trop tôt. J'aurais pas pu la connaître. Mais après, il y a d'autres BDistes que j'aime beaucoup, que j'ai croisés à Bruxelles, parce que Bruxelles, c'est quand même comme un petit village. C'est le Tiécar, quoi. C'est un peu ça, ouais. C'est bien dit ça. Je te jure. Et j'étais hyper contente de croiser, notamment... Mais en fait, en y repensant, non, c'était... Je sais pas si vous connaissez Thomas Gilbert, qui a fait la BD Salem sur les sorcières de Salem qui ont été... Il y a le procès de Salem où elles ont été brûlées. Et du coup, j'avais croisé dans un bar Thomas Gilbert avec plein de potes. Et maintenant que j'y pense, je crois qu'il y avait Léonie Bischoff. Mais je la connaissais pas encore à l'époque. Tu es passé à côté de ça. Mais je te jure, c'était drôle parce que j'étais vraiment comme une petite... Le groupe littéraire à la Hemingway je à me Paris, tu vois, qui se retrouvait dans les cafés. Ah non, moi je me sentais vraiment comme une groupie de bande dessinée, quoi. Hyper nerdy, j'étais trop j'étais trop excitée, j'ai pas osé demander un autographe, mais j'aurais pu, quoi. J'étais pas loin. Je n'ai aucune idée à quoi ressemblent les dessinateurs et dessinatrices de BD. Par exemple, Pénélope Bagieux, je lisais ses BD, mais je savais pas à quoi ressemblait Pénélope Bagieux avant très longtemps. Mais ça, je pense que c'est la beauté des réseaux sociaux. Pour toi, c'est important qu'on puisse mettre un visage sur la créatrice et créateur d'une BD ? En tout cas, qu'elle puisse se représenter en caméo, quoi. Pour moi, c'est important. C'est important. C'est plus... c'est un bonus parce que il y a cette idée, je sais pas, peut-être de démystifier la personne, d'avoir vraiment... Je pense que moi, si je vois pas la personne, j'ai tendance à fantasmer sur ce qu'est la personne, alors que je trouve que mettre un visage sur dessinateur, dessinatrice... Ça le rend un peu plus humain, ça le rend plus à ton égal. Ça le rend peut-être plus accessible, ouais, d'une certaine manière. Mais ça, c'est très personnel parce que j'ai aussi eu ce débat dans la grande ligne. Voilà, le grand débat séparé l'homme, ouais, c'est ça, l'artiste, l'homme et l'artiste. Faut-il mettre un visage ou non enfin, j'ai même eu des cours sur ça en littérature, sur l'artiste, l'œuvre. Mais moi, j'aime bien mettre un visage sur l'artiste, en l'occurrence. Donc ouais, je sais... à quoi ressemble Pénélope Bagieux et Léonie Bischoff. Tu arrives vers la fin de tes études. Ouais. Je suppose qu'on doit te poser la question tous les jours maintenant, mais comment est-ce que tu vois un peu ton futur dans le monde de la bande dessinée ?
Je pense que c'est la cause première de stress actuellement dans ma vie. Non. Je suis désolé. Non, alors, en fait, moi, là, j'arrive à terme de mon bachelier, donc j'ai fait 3 ans de bachelor. Après, j'ai la possibilité, et ce depuis, ça fait 1 an, non, ça fait 2 ans maintenant que l'ESA Saint-Luc propose un master en bande dessinée. Donc, moi, ma grande question, c'est encore actuellement, je sais pas si je poursuis un master. Je te conseille de poursuivre le master. C'est Ouais. jamais perdu, franchement, les études, tant que tu peux, c'est hyper enrichissant. C'est ça. Donc, j'ai une petite tendance à me diriger quand même vers un master ou alors. En tout cas, j'ai envie de continuer à étudier. L'artistique, ça reste primordial pour moi. Enfin, ça reste ce que j'ai envie de faire. Après, je me suis même posé la question si j'avais envie de partir sur 3 ans d'années littéraires pour je sais pas, amener du contenu à. Culture générale, C'est ça. découvrir. Je pense que c'est jamais perdu. Mais je suis de plus en plus tentée de continuer avec mes études artistiques en bande dessinée avec un master, quoi. Donc, je suis pas encore au bout, tout à fait, de ce cursus. Tu as parlé d'études artistiques. J'aime bien poser cette question à mes invités qui font des études artistiques, à nos invités, pardon, qui font des études artistiques. C'est ton émission, hein. J'ai pris le pouvoir. C'est fini. Je voulais savoir aussi le stress qu'a amené de vouloir se lancer dans l'artistique par rapport à quelque chose qui est plutôt légitime en se disant si je faisais ingénierie, chill. Si je fais artistique, Pas chill. Alors, j'avoue que le côté financier, enfin l'insécurité financière, je dirais même, c'est un truc qui me stresse, et je sais que je suis pas la seule parce que la question a été abordée avec voilà, tous mes camarades. Qu'est-ce que vous faites après? Vous faites un master ou non? Vous vous lancez ou pas? Je crois qu'on est tous hyper stressés par cet aspect financier, cette non-sécurité. Voilà, en fait, moi j'ai l'impression que quand on se lance dans ces études et quand on arrive au bout de ces études et qu'on a envie de continuer dans le milieu de la bande dessinée, c'est aussi prendre le risque et se dire, bon voilà, il y a une possibilité de ne pas être connu, de faire mes trucs et voilà, de faire ce que j'ai envie de faire, mais de peut-être jamais être connu avec ça, quoi, à travers ça en tout cas. Donc ça, c'est un risque à prendre, mais comme dans tout milieu artistique, je pense. Et t'as un plan B si ça marche pas. 1, 2, 1, 2. Non, sincèrement, j'ai pas de plan B, et une de mes réflexions, c'était de savoir si je devais commencer à préparer un plan B, une étude, voilà, faire des études complémentaires pour m'assurer un job alimentaire, ne serait-ce qu'alimentaire. J'ai pas encore répondu à cette question, sincèrement, mais je vois beaucoup d'artistes qui se démerdent, et j'ai envie de croire que je vais me démerder aussi, quoi. Il faut y croire, j'y crois pour toi. Et Merci. je t'aiderai, t'inquiète. Hein. Merci, Moi, je vais bébé. acheter tes bandes dessinées. Trop chou. moi je voulais finir un peu cette émission. Je ne sais pas si tu avais encore d'autres. Ok. Je voulais finir par des petites recommandations sur des romans graphiques ou des bandes dessinées. Est-ce que tu aurais peut-être des recommandations à faire? Ou bien peut-être commençons par nous et on finira alors par Ouais. ta recommandation. D'accord. Moi, si je peux conseiller un truc, ça dépend si on veut un truc un peu en couleur ou si on veut un truc un peu en noir et blanc. Mais choix. enfin, le premier roman graphique, moi, que j'ai eu entre les mains et avec lequel d'ailleurs j'ai découvert même ce terme de roman graphique, c'était Je vois des antennes partout de Julie Delporte, qui parle un petit peu de cette époque un petit peu anxiogène où on est ultra connecté, et c'est l'histoire d'une nana qui est vraiment affectée par ça et qui décide de s'exiler, je crois, dans le nord du Canada pour ne plus ressentir aucun réseau peser sur elle et Les et sa ondes vie, quoi. Les ondes, quoi, électromagnétiques. exactement. Et franchement, je l'aurais qualifié moi-même directement de roman graphique, même si je savais pas que ce terme existait, je pense. Ouais. Voilà. Et cette œuvre est même un des fondements de notre amitié. Parce que je me souviens, j'étais en 3e bachelier, j'étais au plus mal dans ma vie, et Sayane est venue, elle s'est dit « Ryan, il a l'air un peu chafouin, ça va pas ? Je vais essayer de trouver ce qui va pas. » Donc elle me propose cette BD, elle me dit « Lis-la, tu iras mieux. » Et je me souviens que j'avais été mieux après avoir lu la BD, mais j'avais été mieux parce que Sayane, tu l'avais fait avec une envie que j'aille mieux. Et je me souviens que c'était ce sentiment, cette initiative qui m'avait fait du bien à ce moment-là.
Donc voilà, cette BD elle me porte au cœur. Ben voilà. Eh bien, Juliette, je te propose que ce soit toi qui finisses avec ta recommandation. Et peut-être un petit mot de fin, peut-être quelque chose que tu auras envie de proposer aux auditrices, aux auditeurs, ou te retrouver, ou quelque chose. Tes contacts, balance. Alors moi, ma recommandation, je pense que pour des gens qui connaissent déjà un peu la BD, ça va pas être une grande surprise, mais pour ceux qui s'y connaissent moins, je recommande à 100%. C'est Blast de Manu Larsonnet. Et ça a été la deuxième claque dans la gueule que je me suis prise graphiquement. Et avec une BD, quoi, c'est en 4 tomes. Et c'est l'histoire d'un homme qui est interrogé par 2 policiers. Un homme obèse, important de le mentionner parce que ça va jouer un rôle dans l'histoire. Donc il est interrogé par 2 policiers, on ne sait pas comment il est arrivé là, mais on comprend entre les lignes qu'il est accusé de meurtre. Et en fait, les policiers veulent absolument sa version de l'histoire, ou essayer de lui faire cracher le morceau en tout cas. Et du coup, cet homme-là va raconter sa vision de l'histoire sur 4 tomes. Et c'est fascinant comment on peut avoir 2 versions d'une même histoire et pas savoir laquelle croire, parce que l'une comme l'autre ont une logique qui leur est propre, quoi. Et ça, graphiquement, c'est... Bon, déjà, graphiquement, c'est une BD qui est magnifique, à l'encre, hyper spontanée, bonne claque. En tout cas, je conseille à 100%. Et sinon, comme mot de fin, merci de m'avoir invité. Je suis hyper contente de faire ce podcast aujourd'hui. Et je propose qu'on en refasse un quand je sors de l'école et peut-être que je me lance. Quand je serai célèbre. Ton premier roman graphique. J'irai pas jusque-là, mais... Elle nous aura déjà oublié à ce moment-là. Non. Quand tu gagneras le prix Eisner ou je sais pas. Là, il faut pas que je me la pète trop, parce que si jamais personne me connaît dans quelques années, ça va vraiment... ça va être dur. Coup dur. Elle Coup va dur pour réécouter Juliette dans Lévra. 50 ans. C'est ça. Et d'ailleurs, on va peut-être dire aux auditeurs ton Instagram ou un endroit où ils peuvent te trouver ou trouver ton travail pour voir un petit peu ce que tu fais. Ce serait intéressant. C'est quoi ton Instagram ? C'est juste mon prénom, donc Juliette Lévra. Lévra, c'est suisse, donc c'est Leyvraz. Et c'est là que je vais poster, j'ai décidé de poster mes œuvres récentes. T'avais pas un autre compte introuvable justement, ce compte, on va l'oublier tout de suite. Comment il s'appelait encore ? Non, allez, qui se marre quand même. Ok. Petite blague de fin, c'est ça ? Non, c'était... En fait, j'avais changé de nom plein de fois et j'ai jamais été satisfaite avec ce compte artistique. Et le dernier nom en date, c'était Juron Contemporain, parce que Ju, c'est mon petit nom. Mm-hmm. Et Juron Contemporain, je trouvais que c'était chouette. J'ai trouvé ça très stylé jusqu'à ce que je trouve ça jusqu'à ce qu'on trouve pesant. pas sur Insta, parce que je voulais la suivre et elle me dit Juron Contemporain. Je peux te dire que j'ai passé 2 jours avant de trouver la page, quoi. Je dis Kiki, il faut que tu changes, il y a un moment... C'est pour ça, et dans cette optique de ne pas séparer la personne et l'artiste, j'ai décidé de tout mettre sur un seul compte, et c'est ce que je m'apprête à investir actuellement, quoi. Très bonne initiative. Voilà. Super. Ou alors tu fais juste un autre compte avec ton nom, .lab, quoi, ou .atelier, ou Ouais. Si jamais il te faut une manageuse. Ouais, je sens que j'en aurais besoin. J'ai besoin d'apprendre à me vendre un peu mieux, quoi. Mais T'inquiète. j'ai travaillé activement. On est là pour ça. C'est ça. Un grand merci Juliette pour cette interview. J'espère que tu as pu apprécier. Je te sentais un peu stressée. Ouais, c'est vrai que c'est la première fois que je participe à un podcast. J'étais un peu tendue, surtout que j'avais envie de représenter aussi un peu les étudiants en bande dessinée, donc je m'étais mis un peu la pression. Mais vous m'avez mis à l'aise, donc il n'y a pas de souci. C'est vrai que ça va un petit peu mieux maintenant. Super. Eh bien, un grand merci. Ouais. Voilà, vous pouvez retrouver toutes les infos de Juliette en dessous dans la description. Et nous vous souhaitons à toutes et tous une bonne soirée ou une bonne journée. Et on se retrouve dans 2 semaines pour un tout nouvel épisode avec Sayan. Merci encore Sayan de m'avoir accompagné, accueilli dans cette aventure. Ryan, c'est moi qui te remercie. Avec tellement d'amour ici. Mesdames et messieurs, ciao. Ciao.